Salut tout le monde! Après les résultats du sondage, il s'avère que le format mensuel où je récapitulais tous les films que j'avais vus dans le mois vous plaisait le plus, donc aujourd'hui ça va être le format test. Je vais faire ça en format vlog, c'est-à-dire que là j'ai pas écrit de script, ça va être au feeling. N'hésitez pas à me dire si jamais ce format vous convient, si jamais il y a des choses qui vont pas. Vous pouvez retrouver directement en barre d'infos tous les timecodes pour passer directement au film qui vous intéresse. Je vais aussi diviser la vidéo en 3 parties, à savoir en premier temps mes coups de cœur, ensuite les films que j'ai vus au cinéma et les films enfin que j'ai rattrapés. Trêve de blabla, on commence tout de suite par mes coups de cœur. Alors évidemment, on se refait pas, vous le savez, je commence à être vraiment très chiante en matière de cinéma. J'ai pas eu énormément de coups de cœur ce mois-ci. À vrai dire, au cinéma, j'en ai eu qu'un. Si je devais du coup définir mon coup de cœur que j'ai eu au cinéma, ce serait le film Douleur et gloire de Pedro Almodóvar, avec Antonio Banderas, Asier Exteonadia dans les rôles principaux. Je suis désolée, je pense que c'est du catalan et je sais pas du tout prononcer le catalan. L'histoire est celle d'un réalisateur un peu perdu après qu'un de ses films ait été restauré par la Cinémathèque. Étant donné qu'il s'agit d'une de ses gloires passées, ça va être pour lui l'occasion de revenir un petit peu sur ses frasques, de retrouver un petit peu sa jeunesse et de renouer un petit peu avec de la douleur et de la gloire, comme son titre l'indique. Même si jusqu'à présent il y avait eu toujours énormément d'autofiction dans les œuvres de Almodóvar, ici c'est vraiment quasiment un autoportrait et de son aveu même en interview, il n'hésite pas à le dire. C'est un des films dans lesquels il se met vraiment à nu et dans lequel il parle le plus de sa relation avec sa mère, du fait qu'il vienne de villages pauvres à la base, etc. Et ce sont des sujets sur lesquels il a toujours été très pudique dans sa cinématographie. Bizarrement, le sujet de la maternité, de la figure de la mère de manière générale dans ses films a toujours été omniprésente, mais a toujours été paradoxalement un tabou, c'est-à-dire qu'il en parlait sans en parler, comme si c'était un sujet en creux, comme si c'était quelque chose autour duquel il tournait mais qu'il n'arrivait pas vraiment à évoquer. D'ailleurs, est-ce que genre on peut se parler de son rapport avec sa mère, parce que quand même le mec il se dit, pour représenter ma mère au cinéma, je vais prendre Penélope Cruz. Tu vois, je pense que rien que ça, ça dit déjà énormément de choses sur le fait qu'il admirait sa mère. Ce que j'aime toujours chez Almodóvar, au-delà de ces sujets qui sont toujours assez atypiques, très humains, c'est surtout dans sa cinématographie l'utilisation d'énormément de textures, énormément de couleurs. Sa plastique cinématographique, si c'était moins dosé et moins subtil, on pourrait quasiment tomber dans le kitsch. C'est marrant parce que du coup ça donne à ses films une esthétique toujours désuète, même lorsqu'ils se passent à l'époque contemporaine. En termes visuels, les films de Almodóvar font toujours un peu vieillots et je trouve que ça leur donne énormément de charme. Antonio Banderas prouve une fois de plus que lorsqu'il est bien dirigé, ce mec sait faire des merveilles. Je trouve que c'est intéressant que Almodóvar prenne comme ça des acteurs un petit peu de seconde zone pour leur permettre de développer leur potentiel. Banderas dans ce film, tout comme dans La piel que habito de l'ancien film de Almodóvar, il est à l'apogée de ce qu'il est capable de faire en tant qu'acteur. Et même je trouve que Almodóvar, quand il exploite Penélope Cruz, une des femmes les plus sanguines, les plus belles, une femme qui est vraiment capable de tenir des rôles hyper profonds, etc., et qu'il la met juste en tant que femme du peuple, femme du monde, je trouve qu'il a une manière d'employer un petit peu les acteurs qui est à contre-courant et qui rend les choses hyper intéressantes. C'est un film dans lequel on peut pas dire qu'il se passe grand chose. Ces films à Almodóvar, ils racontent énormément de choses en termes de profondeur, de sens, de propos, mais ils racontent pas énormément de choses en termes de narration, et celui-ci c'est peut-être même le plus pauvre en termes purement narratifs. Et pourtant ce film-là est tellement bien campé, les personnages sont tellement intéressants, il y a tellement une dose d'humour aussi au milieu, c'est tellement bien filmé, qu'on se laisse prendre en jeu, et finalement Douleur et gloire en devient un grand film dans cette simplicité. En gros, si vous aimez déjà le cinéma de Almodóvar, allez voir celui-là parce qu'il est vraiment très bien, d'autant plus qu'il s'y livre vraiment personnellement. Douleur et gloire, si jamais vous êtes allergique à la filmographie de Almodóvar, ça va pas être du tout le film qui va vous réconcilier avec, parce que on y retrouve tous les poncifs de son cinéma. À la limite, je vous conseillerais plus de regarder La piel que habito, qui est peut-être le moins Almodóvar-esque des films de Almodóvar, et voilà, peut-être que c'est ce film-là qui vous fera apprécier sa filmographie. Un second coup de cœur que j'ai eu pour un film que j'ai rattrapé, qui était sorti en janvier dernier au cinéma et que j'ai trouvé en VOD. Il s'agit du film Border, qui est un film suédois et danois, réalisé par Ali Abbasi, avec dans les rôles principaux Eva Melander et Eero Milanev. Le film est quand même distribué par la Métropolitane, donc je pense qu'en termes de sortie DVD, VOD, etc., voilà, on aura quand même la possibilité de pouvoir le revoir. C'est aussi pour ça que je tiens à vous en parler, c'est un film qui a pas eu énormément de visibilité, qui a pas été énormément vu au moment de sa sortie, donc je pense que
que c'est l'occasion de se rattraper par après parce que c'est un film qui est super intéressant. On suit dans ce film une garde frontière qui a un visage particulièrement étrange, presque déformé, qui possède une espèce de super faculté qui est de sentir les gens et de sentir quand ils mentent. Elle est donc très douée dans son boulot de garde frontière parce qu'elle arrive à sentir quand il y a des gens qui transportent sur eux de la drogue ou des choses compromettantes. Mais ça c'était jusqu'au jour où arrive un individu qui lui ressemble énormément et dont elle n'arrive pas à sentir les émotions. Le film est très bizarre, c'est un film qui évolue beaucoup dans le registre du fantastique, et au bout d'un moment on parle carrément d'histoire de troll, donc ça tombe vraiment ça bascule vraiment dans le registre du merveilleux. J'aurais même du mal à déterminer quel est le genre précis du film, tellement il est à la frontière du thriller, à la frontière du drame, à la frontière de la comédie, à la frontière du film d'horreur. Le côté atypique de ce film est vraiment sa plus grande force, parce qu'en termes de mise en scène, il est quand même relativement classique. C'est un film qui m'a mis profondément mal à l'aise, comme rarement j'ai été mal à l'aise, et je sais même pas si j'ai envie de le revoir. Pour autant, c'est un film qui m'a vraiment questionné, qui m'a fait cogiter comme rarement j'ai cogité, et rien que pour ça, c'est déjà des sensations qui sont hyper rares au cinéma. C'est vrai que le film est quand même profondément malaisant. Les deux personnages principaux sont très étranges, mais ils sont aussi terriblement touchants. Il y a quelque chose un petit peu de l'ordre de La Belle et la Bête dans le message, c'est-à-dire vraiment aller au-delà des apparences, chercher qui les personnes sont profondément derrière leur masque. Donc il y a quand même quelque chose de très intéressant à ce niveau-là, et surtout le personnage principal, qui est du coup la fameuse garde frontière, elle est terriblement touchante, terriblement humaine. C'est une femme qui a souffert toute sa vie de son apparence étrange, et qui est en remise en question perpétuelle de son identité, et c'est un personnage qui est vraiment très très beau. Et pour parler plus profondément de la question de l'identité, ce film l'aborde très frontalement. Il parle même vraiment de la question des personnes intersexes et des personnes transgenres. J'ai l'impression qu'il en parle de bonne manière et de belle manière, dans le sens où ces personnages se sont conformés à un déterminisme social, dans lequel la société les a placés depuis l'enfance. On parle même carrément très frontalement des sujets de la mutilation génitale à la naissance, et que du coup ces personnages-là sont en quête perpétuelle d'identité, d'identification, parce qu'on leur a ôté leur réelle identité. Ou alors qu'on ne la laisse pas s'exprimer comme eux voudraient l'exprimer. Et voilà, que dire de plus sur Border? C'est vraiment un film qui m'a intriguée, qui continue de m'intriguer, et sur lequel je n'ai pas toutes les réponses. Et ça, c'est vraiment plaisant de voir des films qui posent un petit peu des énigmes comme ça. Je vous conseille vraiment franchement de vous pencher sur Border si jamais vous aimez les ambiances un petit peu contes, fantastiques, étranges, que vous aimez les ambiances un petit peu films d'horreur, et que vous aimez qu'en même temps ça aborde des sujets politiques. Ce film, c'est juste le truc qu'il vous faut, quoi, vraiment. On va parler ensuite des films que j'ai vus au cinéma ce mois-ci et qui n'ont pas été des coups de cœur. Dans un premier temps, j'ai vu John Wick 3, réalisé par Chad Stahelski, dur à dire, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, et puis aussi Halle Berry qui est revenue sur la scène pour ce film. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu dans quelque chose, et ça faisait tellement plaisir de la revoir à l'écran. J'ai un gros plaisir coupable pour cette femme, surtout parce qu'elle avait joué dans Gothica, qui était le premier film d'horreur que j'avais vu au cinéma. J'en garde du coup un souvenir absolument ému, alors que je pense que c'était vraiment un film de merde objectivement. L'histoire, on continue à suivre John Wick dans ses pérégrinations et sa vengeance. Cette fois, il se retrouve traqué par la Table, l'ancienne organisation qui l'employait, et il doit faire un petit peu le tour du monde pour essayer de retrouver d'anciens alliés et se dépêtrer de cette situation. Bon, le scénario est pas d'une profondeur abyssale, hein, en même temps on regarde pas des John Wick pour ça, mais je dois quand même avouer que même pour un scénario entre guillemets facile et pas prise de tête, j'ai été particulièrement déçue par l'écriture de ce John Wick. Il est quand même beaucoup plus faible que les deux premiers opus qui avaient un minimum de sens dans la quête, un minimum d'envergure dans les enjeux. Là, finalement, si le début du film est plutôt convaincant parce qu'il y a énormément de tension, John Wick a un chemin tracé qui est plutôt logique, ben finalement on se rend compte à la fin du film que tout ça n'a servi à rien, que c'est un retour à zéro. Et quand c'est la morale du film et que c'est le but du film et tout son propos de faire en sorte de dire que la vie n'est qu'un cycle perpétuel de retour en arrière ou que sais-je, ça me dérange pas. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Le film, il voulait vraiment nous montrer John Wick en train de réaliser des trucs et finalement toutes ces réalisations n'ont servi à rien. D'autant plus qu'à côté de ça, il y a des problèmes de rythme qui font qu'on décroche assez souvent de l'action d'un John Wick. Et c'est con parce que du coup, les films John Wick, leur point fort, c'est justement l'action. Souvent, les scènes d'action étaient trop longues, souvent ça manquait de punch. Bah finalement, on se retrouve à décrocher du principal intérêt du film. Alors j'ai l'air de le bâcher comme ça, mais j'ai quand même passé relativement un bon moment devant. Il y a quand même assez de qualité pour pouvoir l'apprécier et pouvoir dire que ça reste un bon film. La première qualité principale étant, bien évidemment, Keanu Reeves. Qui n'aime pas ce mec? Et pourtant c'est pas un super bon acteur, il est même pas spécialement ultra charismatique, mais il est tellement sympathique, il est tellement cool, et dans le rôle de John Wick, il est tellement bon que... je
je sais pas, on va pas bouder notre plaisir quoi. À côté de ça, tous les personnages principaux qui sont rencontrés sont plutôt cool, on a vraiment le côté badass du film d'action, avec des personnages qui sont très archétypaux mais très cool, même dans leur tenue, on a des choses qui sont très spécifiques, ça fait vraiment plaisir. Les chorégraphies des combats sont toujours absolument hallucinantes. Quand ils se battent, on a vraiment l'impression que chaque geste amène logiquement celui qui suit, et du coup ça donne une impression comme ça, hyper fluide, hyper logique, qui est hyper intéressante. J'ai aussi trouvé ce film, en termes purement cinématographiques et plastiques, tellement beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de l'utilisation d'effets spéciaux aussi intelligentes, qui soient aussi discrètes, et qui servent vraiment uniquement à relever le côté esthétique, et qui servent à amener un peu plus de jeu de lumière, un peu plus de profondeur de champ. Le film se déroule énormément dans des ambiances de nuit, avec des flashs lumineux, on a presque l'impression des fois de se retrouver dans une ambiance à la Blade Runner. Ça envoie, c'est vraiment très beau. Pour conclure, je dirais que John Wick 3 est cool, si jamais vous aimez déjà la saga, franchement ça vaut pas le coup de s'en priver. Il est quand même un peu chiant par moment, et il a peut-être pas ce petit goût de reviens-y qu'ont le 1 et le 2. Ensuite, le film Greta, réalisé par Neil Jordan, avec Isabelle Huppert, Chloé Grace Moretz et Maïka Monroe. L'histoire d'une jeune fille qui vient d'emménager avec sa colocataire à la suite de la mort de sa mère. Elle est donc un petit peu perturbée émotionnellement, un petit peu perdue. Un jour, alors qu'elle prend le métro, elle trouve un sac en cuir abandonné avec une adresse à l'intérieur. Elle décide de ramener le sac en cuir à la propriétaire, avec qui elle commence à nouer une très forte amitié. Mais cette amitié va se révéler de plus en plus étrange quand elle va commencer à recevoir des textos très insistants, quand elle va commencer à se faire appeler ma chérie, mon trésor, mon amour, ou encore quand elle va se faire suivre au travail par cette même personne. Greta, c'est un thriller ultra classique. Il y a vraiment pas grand chose de novateur à l'intérieur, si ce n'est éventuellement voir Isabelle Huppert faire n'importe quoi à l'écran. Et là, je sais que je vais pas me faire des copains, mais moi je trouve qu'elle fait toujours n'importe quoi à l'écran, parce que je trouve que c'est une actrice de merde, et peut-être la plus surcotée du monde. Mais malgré son classicisme, eh ben le film est cool. Si vous vous attendez à juste voir un bon thriller qui prend pas la tête, allez voir Greta. Il y a pas de choses qui soient profondément détestables à l'intérieur. Je sais qu'il a eu des relativement mauvaises critiques, et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, dans le sens où tout ce qu'il fait, il le fait bien. C'est un film surtout qui n'a pas de prétention, c'est un film qui ne prétend pas aller au-delà de ce qu'il propose. C'est un film dans lequel on sent quand même de l'amour, de la recherche, de l'investissement, surtout de la part des deux actrices, et qui du coup donne vraiment quelque chose de plaisant. C'est la différence entre un bon classique et un mauvais classique. Pour moi, ce film est arrangé du côté vraiment des bons classiques. Ce qui est le plus dur à faire, je trouve, avec ce genre d'histoire, c'est surtout de gérer le rythme, de gérer la montée en tension, de gérer le moment du basculement entre la meuf qui est juste un petit peu déboussolée et la meuf qui est vraiment bizarre. Et je trouve que la montée en tension est vraiment cool, dans le sens où il y a quand même toute une période où on a un doute. À côté de ça, ce qui est vraiment plaisant, c'est que le personnage de Isabelle Huppert est un personnage qui est super intelligent. Et qui dit super intelligent, dit aussi hyper manipulateur, donc ça donne un méchant de film qui est certes stéréotypé, mais aussi hyper intéressant et intelligent à suivre. En face de ça, Chloé Grace Moretz, elle est aussi hyper cool parce que c'est un personnage qui prend de bonnes décisions, et c'est tellement rare dans les thrillers et dans les films d'horreur. Par exemple, dès les instants où Isabelle Huppert commence à être vraiment étrange et bizarre, elle appelle les flics. Elle décide de faire en sorte de se protéger à son travail, elle décide de mettre au courant son patron, sa meilleure amie. Par contre, ce film, c'est clairement accable film, hein, genre les flics... J'ai trouvé ça intéressant d'ailleurs de dire ça. Les flics, ils entendent sa plainte, genre ils voient les choses, ils voient le harcèlement, mais ils font rien. Ils disent juste « Oh, bah changez de trottoir quand vous la voyez ». En plus, à côté de ça, ça présente un modèle d'amitié féminine qui est quand même assez rarement vu à l'écran et qui est très belle. C'est-à-dire que les deux femmes ne sont pas en opposition. Vous savez, en général, dans les films d'horreur, il y a la situation classique où il y en a une qui dit un truc, l'autre qui la croit pas. Vous savez, ce genre de quiproquos qui sont hyper chiants parce qu'en fait tu dis mais personne ne réagirait comme ça dans la vraie vie. Là, ce que j'aime, c'est que les personnages sont intelligents, ils réagissent de manière intelligente et ils réagissent de manière réaliste. En plus de ça, le film a une esthétique assez soignée, surtout en termes de décor et de costumes, où il y a vraiment eu un effort qui a été fait, surtout pour montrer le décalage entre l'Isabelle Huppert qui incarne un petit peu un style vieille bourge, un intérieur qui fait vraiment mémérisant mais chic, et le contraste avec Chloé Grace Moretz qui fait vraiment la petite jeune actuelle, qui a pas énormément de thunes mais qui se sape bien, dans un appartement qui est hyper contemporain, hyper moderne, etc. Ce genre de contraste est plutôt intéressant et plutôt bien mis en valeur. Non, vraiment, j'ai pas grand chose à reprocher à Greta. Le prochain film, ça va être un peu délicat pour moi d'en parler, parce que je pense que je vais faire un vlog à part entière dessus. Tellement j'ai de choses à dire, mais tellement j'ai pas envie de me planter sur la manière de les dire. Donc là, vous allez juste avoir mon avis en tant que tel, je vais pas trop rentrer dans le détail de l'analyse politique, ce genre de truc, parce que pour l'instant, je suis encore très mitigée à son sujet. C'est le film Parasite de Bong Joon-ho,
avec surtout Song Kang-ho dans le rôle principal. L'histoire d'une famille de gens très pauvres qui vivent dans un entresol en Corée du Sud, qui vont petit à petit se faire embaucher par une famille de riches. Ils vont monter de petites arnaques pour arriver à leur fin et réussir finalement à prendre la place de tous leurs employés de maison, et ainsi commencer à prendre une revanche sur leur vie. Ce film, en termes cinématographiques, j'ai quasiment rien à lui reprocher. Si je dois lui reprocher un truc, c'est les trucs que je reproche à tous les films de Bong Joon-ho. Je trouve que à chaque fois qu'il amorce la troisième partie, en fait entre la fin de cette deuxième partie de son film et le début de sa troisième partie, il y a toujours un moment de flottement. Il y a toujours un espèce de vide d'écriture, il y a toujours un moment qui est chiant dans les films de Bong Joon-ho. Ça repart après, hein, la troisième partie est toujours bien, la conclusion, le dernier acte est toujours bon, il y a toujours un moment de flottement, voilà, et ce film n'échappe pas à la règle. Après, en termes cinématographiques purs, je veux dire, c'est un film, le scénario est hyper léché, le côté humour, drame, thriller fonctionne hyper bien, Bong Joon-ho c'est un mec qui maîtrise tous les styles, et donc tous les styles sont bons dans son film. Les acteurs sont démentiels. Song Kang-ho, je veux dire, il a plus rien à prouver parce que ça fait des années que dans le cinéma coréen c'est un peu la superstar, mais au-delà de ça, tous les autres ils sont tellement justes et ils arrivent tellement à jouer, vous savez, le rôle à la fois des benets, à la fois des méchants. Tous les rôles sont toujours en demi-teinte, c'est-à-dire que le film est toujours à la jonction, voilà, entre le thriller, le drame et puis la comédie, et du coup, passer constamment d'un registre à l'autre en tant qu'acteur, ça doit être assez compliqué tout en gardant la cohérence de son personnage et la cohérence de son rôle. Et ben, ils y arrivent tous très bien, et même les seconds rôles, ils sont parfaits. La photographie du film est magnifique, comme seul sait le faire Bong Joon-ho, qui a toujours des photographies absolument sublime. Il y a même un moment où il s'offre le luxe de faire un plan séquence sous la pluie dans des scènes d'inondation, c'est magnifique, c'est d'une beauté. Puis voilà, en termes techniques, Bong Joon-ho, il sait ce qu'il fait, il maîtrise, c'est beau quoi. Là où j'ai un gros souci avec Parasite et où je ferai une vidéo à part pour en parler, ça va être sur son discours, parce que pourtant je suis quand même une gauchiasse, 100% gauchiasse, je veux dire c'est difficile de trouver plus SJW que moi. Pourtant je suis sortie de ce film dans une colère noire, tellement j'avais l'impression que Bong Joon-ho a fait n'importe quoi en termes de message et en termes de représentation dans son film. Bong Joon-ho a en plus dit très clairement dans des interviews qu'il voulait parler dans ce film de lutte des classes. La lutte des classes, ça a été un principe théorisé par Marx. Personnellement, Le Capital et un petit peu tous les autres bouquins de Marx depuis le collège, j'en bouffe, et j'ai continué à évoluer dans ma gauchiasserie depuis. Et en fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu commences à vraiment t'y connaître en politique, ce film a des gros problèmes en termes de représentation, et que ça s'adresse vraiment à des gens débutants, mais que quand tu vas au-delà de ce qu'il a voulu montrer, ce qu'il a voulu faire, ben ça tient plus trop la route. Je vous dis, j'essaye de pas rentrer trop dans les détails, je reste un peu évasive parce que j'ai vraiment envie d'utiliser les mots justes, j'ai envie de mettre vraiment des termes sur le malaise et la colère que j'ai ressenti, et j'ai pas envie de descendre injustement un film si jamais éventuellement c'était moi qui avais mal interprété certains messages. C'est pourquoi j'aimerais vraiment me laisser le temps de cette écriture et de cette réflexion là, mais voilà, à chaud, ce que j'en ai ressenti en tout cas c'est ça. Pour faire très très simple, en fait, pour résumer la sensation que j'ai eue, j'avais l'impression que le film finissait par incarner ce qu'il dénonçait. À savoir que finalement il utilise des représentations très péjoratives pour représenter les personnes pauvres et qu'il ne les remet jamais en question. Tout en par contre remettant en question et en dépassant les clichés associés à la richesse. Parasite, j'aurais beaucoup aimé le compter parmi mes coups de cœur, et je pense que si on prend juste en termes cinématographiques c'en est un, j'ai rien à dire là-dessus, mais voilà, en termes politiques, le film se fourvoie, je pense. Et sans dire que ça va être un flop, parce que ce serait terriblement injuste pour Bong Joon-ho, et puis j'ai pas non plus passé un mauvais moment dedans, mais clairement j'ai pas non plus apprécié le visionnage de ce film à partir d'un certain stade de l'histoire. Ensuite, le film Le Dain, le dernier film de Quentin Dupieux, sachant que l'année dernière il en avait déjà sorti un, avec dans les rôles principaux Jean Dujardin et Adèle Haenel. Alors Adèle Haenel, il faut savoir que genre j'ai pesté pendant tout le film en me disant ah, Adèle, j'en ai marre, on la voit partout. En fait j'ai confondu avec Angèle, la chanteuse belge. Donc j'ai pesté tout le film comme un putois pour rien. Ça c'est typiquement mon genre, ça c'est Madame Rageuse. L'histoire est celle d'un mec qui vient de se faire larguer par sa meuf et qui débarque dans un petit village de montagne dans lequel il achète une veste en daim, et il se retrouve ensuite dans un hôtel tout paumé dans cette ville de montagne, dans lequel il va commencer à se filmer et à s'auto-déclarer en tant que cinéaste. Vous voyez, c'est très étrange parce que pour un film de Quentin Dupieux, j'ai pas de mal à raconter le pitch, alors que normalement les films de Quentin Dupieux sont tellement absurdes qu'on a du mal à vraiment raconter de quoi ça parle. Et étrangement, c'est presque un reproche que je lui ferais, tellement je trouve Le Dain linéaire et tellement je le trouve
facilement accessible par rapport au reste de sa filmographie. J'ai pas eu le côté d'avoir à creuser, d'avoir à chercher, d'avoir à trouver des milliards de sous-entendus, j'avais l'impression que tout était relativement évident. Peut-être que si vous n'aimez pas la filmographie de Quentin Dupieux, ce film pourra vous séduire parce que je pense que c'est son plus cohérent, son plus accessible et son plus proche d'une cinématographie, on va dire, classique. Pour le reste, on peut pas dire que ce soit un mauvais film, mais ça ne reste un petit peu en deçà de ce que nous a habitué Quentin Dupieux. Je trouve que c'est intéressant quand même qu'il utilise l'absurde ici à des fins plus tragiques et dramatiques qu'à des fins comiques. Parce que même dans Réalité, qui est son film peut-être le plus sérieux, le plus profond, le plus triste aussi, ben il y avait quand même des aspects extrêmement comiques. Ici, finalement, c'est presque plus du pathétique que du comique. On se prend parfois à rire, mais à être gêné de rire tellement les situations sont tristes, sont déplaisantes, et tellement le personnage principal est un loser. Et quand l'absurde est présenté, c'est pas de l'absurde pour le mettre en avant, ou c'est pas pour montrer le monde absurde dans lequel il vit, c'est vraiment pour accentuer le fait que lui est un personnage absurde. À côté de ça, Jean Dujardin, il est parfait. Adèle Haenel, d'ailleurs, elle est très très bonne aussi dans ce film, et ça me rassure un peu, parce que dans Un Liberté, je la trouvais pas toujours très juste au niveau de son jeu d'actrice. En fait, le principal reproche que j'ai à faire au Dain, c'est que je trouve qu'il est pas assez jusqu'au boutiste. Moi, j'aurais bien aimé que ça parte vraiment en couille, et pour le coup, ça reste un peu sage, surtout pour du Quentin Dupieux. Alors, je parle pas forcément de briser en permanence le quatrième mur, parce que maintenant il l'a fait genre 50 fois, et ça surprend plus, mais peut-être plus être jusqu'au boutiste dans la transformation de son personnage en Dain, dans le fait que le manteau prenne de plus en plus d'importance, dans le fait que le manteau devienne vraiment un personnage à part entière. Tout reste un petit peu en demi-teinte comme ça. Pour moi, j'avais l'impression qu'il me manquait encore 20 ou 30 minutes quand le film est terminé, parce que j'avais l'impression que les enjeux étaient moyennement résolus, ou en tout cas avaient pas été assez développés. Il y a une fin dans ce film, je dis absolument pas que le film se termine en queue de poisson ou que sais-je, parce que Quentin Dupieux, il est aussi habitué à faire des fins qui ne sont pas des vraies fins. Là, il y a une vraie fin, mais j'avais pour autant l'impression que le film n'avait pas développé la totalité de ses enjeux, c'est un peu dommage. Donc voilà, le Dain, un Dupieux qui reste un petit peu en dessous. En fait, ça raconte pas énormément de choses, et ce que ça raconte, ça le dit pas de manière très très intéressante. Donc c'est cool, ça fait passer un bon moment, c'est un bon film, mais c'est assez vite oublié, et pour un Quentin Dupieux, cette sensation-là, elle est assez dommage. Ensuite, le film Men in Black International, réalisé par Gary Gray, avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth et Liam Neeson dans les rôles principaux. L'histoire d'une jeune femme passionnée par les Men in Black qui a vu un alien lorsqu'elle était jeune, qui va mener à bien une mission avec Chris Hemsworth, dans lequel ils vont être opposés à La Ruche, une immense menace alien qui pèse sur la Terre. Alors ce film s'est pris des torrents de merde dans la tronche, et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, parce que ça me semble être un film de divertissement tout à fait innocent, tout à fait dans la moyenne de ce qui se fait, et tout à fait correct et sympathique. Pour tout vous dire, il y avait une meuf même carrément à la séance, je vous jure, elle passait le moment de sa vie, mais elle était écroulée en deux de rire. En plus, il réussit plutôt bien le côté intergénérationnel qu'on attend d'un bon divertissement et d'un bon blockbuster, parce qu'il y a des blagues, notamment des blagues de cul qui vont plutôt s'adresser à un public adulte, et des blagues qui vont être plutôt des blagues relevant du burlesque avec des chutes, ce genre de choses qui vont plutôt plaire aux enfants. Il y avait d'ailleurs des gamins dans la salle et ils avaient l'air de passer un très bon moment. J'avais l'impression que ça respectait plutôt bien l'esprit des premiers Men in Black. Alors il faut savoir que je suis pas une fan absolue de ces sagas, mais c'était des films que j'aimais vraiment beaucoup, et moi j'y ai retrouvé ce que j'aimais dedans. À savoir que dans les Men in Black, ce qui faisait vraiment la force, c'était l'espèce d'humour, d'amour, de tension, de bromance en fait, qui unissait les deux personnages principaux. Et ici, l'alchimie entre Chris Hemsworth et Tessa Thompson, elle fonctionne super bien. Ils sont très bons. Et d'ailleurs, en termes d'humour, le film est plutôt bien écrit, il y a des blagues vraiment très drôles. C'est aussi un divertissement qui perd pas son rythme, le rythme est assez effréné, les péripéties s'enchaînent très très bien, et il n'y a pas, vous savez, la phase un peu chiante de recherche où les personnages ils sont un peu perdus au milieu. Non, tout s'enchaîne de manière assez logique. Je trouve que la force du film, elle est aussi dans le côté visuel, parce que je suis quelqu'un qui est vraiment pas fan des effets spéciaux numériques, et pourtant j'ai trouvé que dans ce film, ça puait le fake, mais que c'était beau. Je sais pas comment expliquer autrement. C'est-à-dire qu'en fait, le film assume vraiment de faire du fake, et il n'essaie pas de reproduire quelque chose qui est réel. Je pense notamment à la scène de transformation du métro pour devenir une espèce de fusée un petit peu, enfin bref, c'est le truc qui fait la liaison entre chaque agence des Men in Black dans le monde. Et ben cette transformation là, elle pue le fake, genre t'as les métaux qui se fondent un peu entre eux, t'as vraiment les métaux qui deviennent tout lisses, t'as pas du tout l'impression d'avoir quelque chose de physique, mais ça fonctionne parce que c'est hyper assumé, surtout qu'à côté de ça, quand le film veut faire du réalisme, il est super beau. Les décors sont super réalistes, les lumières sont super soignées,
il y a vraiment un travail des textures qui fait que t'as du présentiel à l'écran, c'est super intéressant. Surtout à côté de ça, le design des aliens, lui, il fait très réaliste et pas du tout fake, donc je trouve que c'est intéressant ce fait d'utiliser les effets spéciaux de deux manières différentes. Allez, si j'avais un gros reproche majeur à lui faire, c'est en termes d'écriture, il y a un retournement de situation à un moment, et c'est genre tellement expéditif. Genre les personnages d'un coup se mettent à réfléchir à quelque chose qu'ils savaient depuis le début, et d'un coup ça prend un tout autre sens, et c'est super mal amené, et du coup ça fait que ça casse un petit peu les enjeux. Et d'ailleurs il est censé à la suite de ça y avoir un espèce de moment un petit peu remise en question, un moment un peu émouvant, etc. qui ne fonctionne pas très bien. Et je dois avouer qu'en termes d'écriture, il y a quand même des faiblesses comme ça, dès que le film essaie d'être un petit peu plus profond, tu sens bien que ça pêche. Mais bon, franchement, à côté de ça, Men in Black International, ça m'a fait passer un très bon moment. C'est un film, voilà, assez classique, mais plutôt cool, qui fait pas passer de message nauséabond. C'est plutôt un bon divertissement, ça s'adresse à tous les âges, c'est marrant, c'est beau, et surtout il a cet aspect coolitude un petit peu qu'on attend des bons divertissements, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Ensuite, le film Nevada, réalisé par Laure de Clermont-Tonnerre, avec Jason Mitchell dans les rôles principaux, Matthias Schoenaerts et Bruce Dern. L'histoire est basée sur des faits réels. Elle raconte l'histoire d'un mec qui est en prison et qui va participer à tout un programme de réhabilitation avec des chevaux. En fait, ce sont des mustangs sauvages qui sont capturés, entraînés par des détenus et ensuite vendus aux enchères 4 semaines plus tard. C'est un bon film, je ne peux pas dire le contraire. Mais bizarrement, j'ai pas grand chose à dire dessus dans le sens où il a pas provoqué chez moi énormément de choses. Je vois bien que c'est un film qui est censé être très émouvant, qui est censé prendre assez aux tripes, où on est censé voir la beauté de la relation entre le cheval et l'homme. Mais comme de base, les mustangs sont capturés contre leur gré et doivent être dressés avec des méthodes qui sont assez brutales, et que c'est pas des chevaux qui en fait ont déjà été dressés ou qui sont nés en captivité et que du coup on amène pour créer un lien avec le détenu, j'avais du mal avec le postulat de base, qui est un postulat que pourtant j'ai pas spécialement à remettre en question dans le sens où ce sont des choses qui existent pour de vrai, donc je vois bien que Laure de Clermont, elle a voulu vraiment se baser sur quelque chose d'existant. Mais pour adhérer à cette fiction, j'avais déjà du mal dans le sens où la privation de liberté du cheval m'a énormément perturbée et a fait que j'ai eu du mal à croire à cette relation d'empathie et à ce lien qui se crée avec le prisonnier. En plus de ça, le prisonnier est un personnage qui est ultra taiseux, qui ne dit rien, vous savez, c'est le genre de personnage hyper sensible mais en même temps qui est hyper dur, qui fait beaucoup de poker face, ce genre de truc. Et même si c'est un personnage qui est très bien écrit, j'ai rien à lui reprocher de ce côté-là, moi je sais que c'est le genre de personnage avec lesquels j'ai du mal parce que du coup l'empathie ne se fait pas. Donc du coup manque d'empathie envers le lien qui se crée entre le cheval qui n'était absolument pas consentant et qu'on a privé de liberté et le mec qui en plus est un grand taiseux et avec lequel j'avais du mal à créer de l'empathie, ben ça fait que je suis restée très extérieure à ce récit. Surtout qu'il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur ce lien-là entre le cheval et l'homme, mais finalement, jusqu'à je dirais les moitiés, voire le 3/4 du film, le lien il ne se crée pas. En parallèle de cette histoire-là, on suit aussi le prisonnier qui voit des relations se développer avec sa fille, donc il a une très mauvaise relation avec elle. On voit comment cette relation évolue, et notamment comment le fait qu'il ait une relation avec le cheval va l'ouvrir à une relation avec sa fille. Et c'était un choix de sujet plutôt audacieux et atypique de la part de la réalisatrice. Nevada, c'est un film qui est plutôt beau visuellement, notamment il y a plein de passages sur toutes ces espèces de plaines très arides dans le Nevada. Il y a quelque chose de très sauvage, de quasiment mystique dans l'ambiance visuelle du film qui est vraiment très belle. Et on voit d'autant plus ce contraste entre cette liberté, cette aridité sauvage, cette poussière, cette espèce de mouvement perpétuel de la nature, et la rigidité de la prison avec ses ambiances très noires, très sombres, très tamisées, et le fait qu'il n'y ait aucun mouvement à côté de la prison, une espèce de torpeur constante. Je pense que Nevada est un film plutôt touchant, plutôt réussi. Je pense que si jamais j'émets des réserves sur ce film, c'est avant tout moi qui m'exprime et pas vraiment mon avis sur la qualité cinématographique du film en tant que tel, parce qu'il faut l'avouer, c'est quand même un très beau film d'auteur qui réussit plutôt bien ce qu'il entreprend. Enfin, le dernier film que j'ai vu au cinéma de ce mois de juin, c'est le film Ma, réalisé par Tate Taylor, avec Diana Silvers, Juliette Lewis et Octavia Spencer. Et genre, c'est le choix de casting le plus improbable du monde, parce que l'histoire de Ma, c'est l'histoire d'un groupe d'ados qui veulent acheter de l'alcool et qui se retrouvent à demander à quelqu'un d'acheter de l'alcool à la place. Ils tombent du coup sur Octavia Spencer qui leur dit « Ah mais venez vous bourrer la gueule chez moi plutôt, comme ça vous serez safe », donc ils vont faire une soirée chez Octavia Spencer, sauf qu'elle se révèle être une meuf hyper chelou, une psychopathe, blablabla, donc l'histoire classique. Sauf que Octavia Spencer quoi. Genre la meuf qui a la bouille la plus adorable du monde, enfin... Ce choix de casting, je ne me l'explique pas. Il faut savoir que c'est un film produit par la société de production Blumhouse et j'ai un énorme
plaisir coupable pour leur film. C'est bien simple, hein, que ce soit Happy Birthday, que ce soit Truth or Dare, que ce soit la saga des Unfriended, etc. J'ai tout adoré. Je pense que vous l'aurez compris au niveau de ce que je vous en ai dit, ça se rapproche un petit peu au niveau du scénario de ce qu'a pu nous proposer Greta. Or, la grande force de Greta, comme je vous l'avais dit, c'était justement le fait que le film allait énormément en crescendo, qu'il y avait énormément de doutes, d'ambiguïté, et que c'était quand même très subtil au niveau de l'écriture. Pas du tout. Genre, c'est quand même au point, en fait, que dès la première soirée qu'ils font dans le basement de Ma, elle sort un flingue, elle braque un des gamins de la soirée, elle lui demande de se mettre à poil, et après, une fois qu'il est à poil, elle balance le flingue et elle dit « Ah mais non, t'inquiète pas, c'était pour rire !» Donc en fait, dès le début, elle est chelou, dès le début, elle est inquiétante. D'autant plus que pour refaire le parallèle avec Greta, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment quasiment que le point de vue de Chloé Grace Moretz. On voit très peu Isabelle Huppert seule faire des trucs, etc. Donc l'ambiguïté, elle est d'autant plus préservée. Là, Ma, on la voit agir seule, et on la voit faire des trucs chelous seule. Elle bosse dans un cabinet vétérinaire, et on la voit choper des médicaments pour des animaux, ce genre de trucs, donc on voit qu'elle est chelou dès le début. Après, comme d'hab, je trouve que la grande force des productions de chez Blumhouse, c'est l'écriture de leurs personnages d'adolescents. C'est des personnages qui sont hyper stéréotypés, hein, y a rien à dire là-dessus, mais je trouve qu'ils ont toujours énormément d'empathie, énormément d'humanité, qu'ils sont toujours intéressants, ils ont toujours une plutôt belle amitié, une plutôt belle relation entre eux. Et en plus, à côté de ça, c'est des ados qui sont pas cons, ils prennent des décisions qui sont intéressantes, intelligentes. Donc la force du film Ma, elle se situe plutôt dans le groupe des adolescents plutôt que sur Octavia Spencer. Parce que, hélas, la pauvre, elle se retrouve dans un rôle qui est hyper stéréotypé, qui ne correspond pas à sa palette et son talent en tant qu'actrice. Et ce qui aurait été intéressant, justement, avec un personnage hyper doux comme ça aurait été peut-être plus de la violence psychologique que de la violence physique. Un personnage qui, justement, profite de son apparente innocence pour faire des coups en douce, voilà, un personnage qui soit vraiment fourbe. Mais le film ne profite jamais de ce talent-là d'Octavia Spencer, et il tombe finalement dans un film d'horreur assez classique et dans un slasher un peu lambda. Le film a quand même une pointe d'intelligence parce qu'il essaye d'expliquer le comportement d'Octavia Spencer en revenant à des événements du passé. Il essaye d'expliquer comment un traumatisme comme ça peut enfler pour justement faire en sorte qu'une personne n'éprouve plus d'empathie. Je trouvais ça plutôt intéressant d'essayer de trouver des raisons à ses agissements et de prouver qu'en fait elle n'était pas totalement responsable de ses actes. Mais ça reste un plutôt bon film popcorn. Si jamais vous aimez les productions Blumhouse, on se situe plutôt dans la moyenne, allez, je vais dire la moyenne basse de ce qu'ils sont capables de faire. C'est pas un film aussi intéressant et jusqu'au boutiste que peuvent l'être la saga des Happy Birthday, et c'est un petit peu dommage. Si jamais vous cherchez aussi un film pour vous faire peur ou un slasher qui soit bien gore, quelque chose d'un petit peu bête et sanguinolent, c'est pas non plus vers ce film qu'il faut se tourner parce qu'il y a très peu de sang et finalement il y a peu de scènes d'horreur pure. Personnellement, pour aimer beaucoup ce que font Blumhouse, j'ai été quand même personnellement déçue parce que bon, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Enfin, je vais vous parler de 3 films que j'ai rattrapés, donc que je n'ai pas vus au cinéma mais que j'ai pu voir en VOD ou par d'autres moyens. Dans un premier temps, j'ai rattrapé le film Aquaman de James Wan, avec Jason Momoa, Amber Heard et Willem Dafoe dans les rôles principaux. L'histoire est celle de la reine des Atlantes qui finit par s'échouer dans le royaume humain. Elle y tombe amoureuse et fait un enfant, mais est contrainte de retourner dans son royaume. L'enfant mi-humain, mi-atlante grandit parmi les humains. Une fois arrivé à l'âge adulte, il se rend compte qu'il sera sans doute la clé pour maintenir l'équilibre et la paix entre les humains et les atlantes. En termes cinématographiques, moi je serais plutôt du côté DC que du côté Marvel. Bon, de toute manière, Marvel, ça fait un moment que j'ai abandonné. Je crois que le tout dernier que j'ai vu, ça devait être Avengers. Mais alors, Aquaman, pour le coup... Putain. Alors le gros souci, c'est que Aquaman, j'ai du mal à rester objective et à en parler de manière objective parce que je suis tellement pas le public cible à la base que c'est très difficile pour moi d'en parler. J'essaie quand même chaque année de sortir un petit peu de ma zone de confort et d'aller voir des films, voilà, que j'ai pas trop l'habitude de chroniquer, et Aquaman, j'étais relativement curieuse parce que j'avais beaucoup aimé Wonder Woman. Je crois que le film a d'ailleurs eu relativement de succès et des plutôt bonnes critiques, donc voilà, quand je vous dis que je pense ne pas être le public cible, c'est que je suis vraiment pas le public cible parce que j'ai trouvé ça catastrophique. Déjà, j'ai trouvé ça laid, mais genre, oh là là, pas laid en termes de création, de design, hein, je veux dire, les environnements sont plutôt inventifs, ce qui se passe sous l'eau c'est plutôt beau en termes de création pure, mais pour moi, en termes d'effets spéciaux et en termes visuels, je suis désolée, c'est du niveau de Gods of Egypt de Alex Proyas. Alors je sais que ça va ruer dans les brancards quand je vais dire ça, mais c'est d'une laideur en termes d'effets spéciaux, ça pue le fake à plein nez, ça dégouline de partout, j'ai l'impression de regarder des cinématiques de PlayStation, quoi. Franchement, à ce niveau-là, c'est plus du cinéma, c'est du film d'animation, moi ça ne m'intéresse pas, quoi, visuellement, de regarder des trucs pareils, c'est laid, c'est dégueulasse. À côté de ça, le scénario, c'est du vu, du revu, c'est du mâché, du rabâché, du revomi, du...
putain, c'est pas intéressant, quoi, l'histoire de l'élu qui est là pour maintenir l'équilibre entre les mondes, là, on sait qu'il va y avoir le méchant, qui vont s'affronter. Pour moi, c'est vraiment, ça surfe sur la vague des Marvel, quoi, j'ai retrouvé exactement le même type d'humour, j'ai l'impression qu'on a perdu un petit peu la spécificité de DC, qu'on a perdu un petit peu le côté sombre de DC pour retomber dans du Marvel-like, enfin franchement, il y a pas une once d'inventivité dans le film, quoi. Je vais pas tirer sur l'ambulance pendant 40 milliards d'années parce que je suis complètement passée à côté, ça me parle pas, j'aime pas ce film, j'ai trouvé ça dégueulasse, c'est vraiment un univers qui me parle pas, les films de comics je m'en fous, et genre Aquaman ça m'aide pas à apprécier en plus les DC, donc voilà, c'est un petit peu facile de ma part de cracher dessus dans le sens où je suis tellement pas le public cible que forcément j'allais pas apprécier de base le concept, quoi. Ensuite, le film Destroyer de Karyn Kusama avec Nicole Kidman, Toby Kebbell, l'histoire d'une ancienne flic devenue alcoolique et dépressive qui doit reprendre du service quand d'anciens mafieux viennent lui demander des comptes. Alors c'est un film qui se fait défoncer, mais genre littéralement les notes sur ce film sont vraiment très mauvaises. J'ai un peu du mal à voir ce qui est aussi mauvais et aussi détestable dans ce film. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas un grand film, c'est pas un grand thriller, ça révolutionne en rien le genre, mais c'est plutôt plaisant, c'est plutôt bien fait et ça évite pas mal de poncifs. Je trouve qu'en plus Nicole Kidman dans son rôle est vraiment excellente et pour le coup quasiment méconnaissable. Je peux pas dire qu'il m'est passionné et que j'ai envie de me rouler par terre de passion et que j'ai passé le meilleur moment de ma vie, mais bon, ça reste un thriller tout à fait honnête et qui est plutôt dans la gamme haute de ce qui se fait aujourd'hui en matière de thriller. C'est un film en fait qui a tendance dans sa mise en scène, dans son écriture, dans son développement de personnages, enfin dans tout ce qu'il met en place, ce film a tendance à aller droit à l'efficacité. Donc c'est sûr qu'on va pas perdre de temps en développement de personnages excessifs, on va pas perdre de temps en sentiments, on va pas perdre de temps dans ce genre de choses. Ça rend tous les dialogues assez punchy et ça rend les scènes d'action assez tendues, assez efficaces. Je vais pas m'étendre des heures sur Destroyer parce qu'honnêtement j'ai pas grand chose à dire dans le sens où il est assez classique. Je pense que c'est un film qui est tout à fait convenable, qui va certes pas marquer l'histoire du cinéma, mais qui est quand même vraiment un film plutôt plaisant. Enfin, le dernier film dont j'avais envie de vous parler, que j'ai trouvé complètement par hasard sur un site en VOD, je crois qu'il n'est même pas sorti en France, donc si jamais vous voulez le voir, je vous invite à vous tourner vers des plateformes québécoises de VOD parce que c'est un film québécois, ou à directement contacter la boîte de distribution qui s'appelle Les Vauriens, je vous mettrai les infos en barre d'infos. Il s'agit du film Mon ami Walid, réalisé par Adib Al-Khalidé, avec Julien Lacroix et Adib Al-Khalidé dans les rôles principaux. C'est l'histoire d'un mec qui du coup s'appelle Walid, qui vient de se faire virer de son boulot et qui fait une tentative de suicide. Il est sauvé par un de ses collègues qui est, il faut le dire, un petit peu étrange, et qui va tout mettre en œuvre pour essayer de lui redonner la foi dans la vie. Alors je vous avoue que ce film, je comprends pas les critiques, mais il a des critiques hyper assassines, quoi. C'est pas genre juste les gens sont en demi-mesure, c'est vraiment les gens lui chient à la tronche, ils trouvent que c'est un gros film de merde. Ben moi j'ai passé un super moment devant, et je trouve même que c'est un des films les plus inventifs qu'on ait eu à voir, franchement j'ai trouvé ça super. En fait c'est un film, le message et le propos principal, c'est tout un film sur les maladies mentales. Et beaucoup de gens ont trouvé justement le traitement des maladies mentales assez mal foutu, etc., que c'était un petit peu moqueur. Enfin, moi je trouve pas justement, je trouve que c'est une comédie où on rit avec et on ne rit pas d'eux. J'ai l'impression qu'on se moque plus de l'environnement dans lequel ils évoluent, plus que de eux qui sont inadaptés à cet environnement. Finalement, le film fait tout pour qu'on construise de l'empathie avec ces personnages-là, et qu'on soit en désaccord avec la manière dont ils sont traités dans l'environnement. Donc au contraire, je trouve que c'est un film qui est plutôt progressiste dans la manière dont il montre son message. Si jamais vous voulez voir ce film, regardez la première scène qui dure, je crois, 10 minutes ou un quart d'heure, un truc comme ça, qui se passe dans le centre commercial. Ça vous donnera le ton d'absolument tout le reste du film, et vous verrez ainsi si jamais vous l'aimerez ou pas. Ce que je trouvais un peu dommage par contre, c'est que pour un film qui s'appelle Mon ami Walid, finalement le personnage de Walid est très peu présent. L'autre personnage prend énormément de place, c'est le personnage incarné par Julien Lacroix, je crois. Et j'ai vu énormément de critiques qui disaient qu'il était assez insupportable. Alors moi j'ai pas eu de mal avec le personnage en soi, mais c'est vrai que le jeu d'acteur de Julien Lacroix est très jusqu'au boutiste, très poussif. D'ailleurs c'est pas plus mal que le film ne fasse que 1h15 parce que je pense qu'un petit peu plus de gesticulation, de cris, de choses comme ça, ça aurait été un peu trop. Mais au final je trouve que c'est un film qui est super atypique, qui est extrêmement drôle, qui a une mise en scène qui est assez efficace parce qu'en fait il y a très peu d'environnement, il y a très peu de tableaux, et dans chacun des tableaux il y a une unité de temps, donc c'est un film qui vraiment s'étire, les scènes elles font toutes entre 10 et 15 minutes, quelque chose comme ça. Et je trouve que cette manière de faire là, cette mise en scène là, ça évite au film de tomber dans le cheap et dans le côté pas trop maîtrisé. Donc je trouve que c'est intéressant que le réalisateur ait utilisé ses faiblesses pour au contraire créer une patte, créer un style qui en plus sert énormément son propos, parce que comme on suit des personnages qui ont une maladie mentale, le temps est complètement distordu et du coup on a complètement une nouvelle perception de l'environnement, du temps, etc. Donc ça donne quelque chose qui est assez intéressant et qui colle à son propos. Donc ouais, Mon ami Walid pour moi ça a été une super découverte.
découverte, une super bonne surprise. Je ne peux que vous encourager de le voir parce qu'il est complètement atypique, complètement barré. Je sais pas si à l'heure actuelle une sortie est prévue en France, mais je sais qu'il avait été diffusé dans le cadre de certains festivals, donc ça peut valoir le coup aussi que vous checkiez ça si jamais vous avez des festivals dans le coin dans lequel vous êtes. Et voilà, ma première grosse vidéo mensuelle sur les films que j'ai vus au cinéma est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les films que vous avez vus ou à me renvoyer vers vos propres vidéos, j'irai y jeter un œil avec plaisir. Est-ce que le format vlog comme ça vous va? Est-ce que vous aimeriez que je me fixe une limite de temps par film ou est-ce que vous aimez comme ça quand je parle de manière un petit peu fleuve? Est-ce que vous aimeriez peut-être que, quitte à filmer, je fasse finalement que des vidéos individuelles à chaque fois mais je sors toutes les vidéos en une seule journée, en une seule fois? Ou est-ce que vous préférez que tout soit condensé en une seule vidéo? Voilà, n'hésitez pas à me dire, il y a encore quand même pas mal de possibilités d'évolution. En tout cas, moi je sais que faire ce format-là, ça me fait gagner du temps, et c'est déjà pas mal le fait de faire qu'une seule grosse vidéo par mois, je vous avoue que ça me soulage pas mal en termes de boulot. J'espère en tout cas que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous le voulez, à jeter un œil à ma chaîne secondaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur Facebook et sur Twitter pour tenir au courant de l'actualité de la chaîne et pour parler avec moi d'autres sujets divers et variés sur lesquels je poste. Et je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!